vont nous rejoindre en route. Maroussia, Hermeneu, Constance Bro. Allez, on va commencer. Installez-vous, Madame Barchozaz, puisque vous allez procéder comme d'habitude à l'appel. Reprenez vos esprits, votre souffle. Est-ce qu'on vous a donné la bonne liste? Je pense que oui. Allez, mesdames et messieurs, la séance du conseil municipal est ouverte. Nous allons donc procéder à la désignation d'une secrétaire de séance et je vous propose notre Benjamine, Madame Mélissa Barchozaz. Ah, Madame Hermeneu arrive, très bien, tout le monde est là, c'est bien. Très bien. Et donc, Madame Barchozaz, je vous laisse, s'il vous plaît, procéder à l'appel nominal. Madame Agnès Potier-Dumas. Présente. Monsieur David-Xavier Weiss. Madame Sophie Deschiens. Monsieur Bertrand Gaborio. Madame Laurence Bourdet-Matisse, excusée, représentée par Monsieur Cavallini. Monsieur Jean-Yves Cavallini. Madame Isabelle Coville. Monsieur Philippe Launay. Madame Olivia Zera-Bugaski. Monsieur Frédéric Robert. Madame Eva Haddad. Monsieur Stéphane Decreps. Présent. Madame Elsa Chély. Monsieur Christian Mortel. Madame Sophie Élisian. Monsieur Jérôme Karkulowski. Madame Martine Rouchon. Monsieur Giovanni Bueno. Madame Marie Combel. Madame Constance Bro, retardée, représentée par Monsieur Weiss. Monsieur Bruno Fellous, retardé, représenté par Monsieur Launay. Monsieur Jacques Poumette. Monsieur Marley Makindou Tangou. Présent. Monsieur Léopold Claude Sanogo. Présent. Madame Mélissa Barchozaz présente. Monsieur Stéphane Chabaille. Monsieur Eddy Garot. Monsieur Julien Denègre. Madame Valérie Fournier. Monsieur Sacha Giffa, excusé, représenté par Monsieur Karkulowski. Madame Amélie Stalins, excusée, représentée par Madame Élisian. Monsieur Aubin Leduc. Monsieur Yvon Lévesque. Madame Charlotte Audan, excusée, représentée par Madame Deschiens. Madame Françoise Cyr. Monsieur Christophe Carle, excusé, représenté par Madame Courade. Monsieur Stéphane Geffrier. Madame Maroussia Hermeneu. Monsieur Sacha Alphen. Il est là? Oui. Il doit régler un problème de tablette, je suppose. Okay. Bon, bah, supposons qu'il est là. Madame Frédéric Collet. Madame Hélène Courade. Madame Catherine Vaudevire. Monsieur Lias Messatfa. Madame Pascale Fondeur. Monsieur Jean-Baptiste Cavallini, excusé, représenté par Monsieur Messatfa. Madame Aurélie Trottin. Monsieur Baptiste Nouguier. Madame Déborah Copagnac. Monsieur Nourdine Gandou. Merci. Merci. Le quorum étant atteint, nous pouvons donc valablement délibérer. Nous commençons avec l'approbation du procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal du 19 juin. Est-ce qu'il y a des remarques, des demandes d'ajout? Il n'y en a pas. Je mets donc aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Il n'y en a pas. Adopté à l'unanimité le compte-rendu des décisions municipales dont vous avez pu prendre connaissance. Est-ce qu'il y a des demandes particulières sur ces décisions municipales? Il n'y en a pas. On reparle de la tenue unique, c'est-à-dire les uniformes que nous avons mis en place dans les écoles. Pasteur, Dolto et Jean de La Fontaine. 150 000 € de coût global pour la ville, une expérimentation sur 2 ans. 150 000 € donc chaque année. Une participation de l'État attendue à 65 000 € que nous attendons toujours, que nous ne désespérons pas d'avoir. Voilà. Peut-être un petit point aussi sur, on parle dans les décisions municipales de notre prestation de collecte, de recyclage et de valorisation des mégots. Vous donner quelques chiffres. Vous savez que depuis le mois d'avril, ont été installés 75 collecteurs sur les abribus ou dans l'espace public, 30 dans l'espace public, 45 sur les abribus, qui nous ont permis de collecter en moyenne 25 000 mégots par mois. Voilà, donc c'est pas mal, 25 000 mégots par mois, qui ont été transformés en isolants pour bâtiments ou pour l'habillement. Donc ces 5 derniers mois, ce sont 45 kilos d'isolants créés, 572 kilos de CO2 non générés et 81 000 mètres cubes d'eau non pollués. Pas mal. Voilà, je voulais juste le souligner.
Pas de difficulté donc avec le compte-rendu des décisions municipales, nous prenons donc acte et nous passons aux affaires financières, Monsieur Robert, avec le rapport sur la synthèse de la qualité des comptes locaux 2023, une démarche nouvelle dans laquelle la ville s'intègre sur la base du volontariat. Tout à fait, merci Madame le maire. Alors Madame le maire, mes chers collègues, je commencerai bien cette présentation par une question. Qu'est-ce que la synthèse de la qualité des comptes locaux, la SQCL ? Pour nos concitoyens présents dans les tribunes et pour ceux qui nous suivent en ligne, je vais rapidement réexpliquer ce que je vous ai déjà expliqué mercredi dernier lors de la commission des finances, à savoir que les entreprises privées, et tout particulièrement celles qui sont cotées en bourse, ont l'obligation de faire certifier leurs comptes annuels par des commissaires aux comptes assermentés. Les collectivités territoriales, elles, n'ont pas cette obligation. Et donc, la synthèse de la qualité des comptes locaux est une démarche d'expérimentation proposée par les services de la Direction générale des finances publiques et qui constitue à ce jour une saine et idéale alternative à la certification des comptes, qui est une procédure lourde, la certification des comptes, lourde et onéreuse, qui n'est pas encore rendue obligatoire aux collectivités territoriales par l'État. La direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a lancé fin 2023 un appel à candidature auprès des 36 communes du département pour participer à l'expérimentation de cette synthèse de la qualité des comptes. La ville de Levallois s'est bien sûr portée candidate à cette démarche, totalement facultative, et nous avons été sélectionnés pour pouvoir participer à ce processus d'expérimentation. Notez que sur les 36 villes du département, environ une dizaine d'entre elles s'est portée candidate à cette expérimentation. La synthèse de la qualité des comptes locaux est menée par le conseiller aux décideurs locaux, qui est quelqu'un donc de la DGFiP, en étroite collaboration avec les services financiers de la ville. Pardon. Ce dispositif repose sur la réalisation d'un rapport écrit visant à restituer un état des lieux de la qualité des comptes de la collectivité et s'inscrit donc pleinement dans la démarche de renforcement de la fiabilité des états financiers et surtout du partenariat entre leurs donateurs, c'est-à-dire entre nous, la ville, et le comptable public. Ce rapport qui vous a été présenté par notre conseiller aux décideurs locaux, M. Gardon, que je remercie à nouveau lors de notre commission des finances mercredi dernier, a pour objectif de promouvoir et valoriser les travaux de fiabilisation comptable et de mettre en exergue les points forts et les axes d'amélioration de l'information comptable de la ville. Il est essentiel de souligner que ce rapport ne vise aucunement une appréciation sur la gestion de la collectivité et ne constitue donc ni une analyse financière, ni une analyse du volet budgétaire. Cette démarche repose sur l'examen de 6 thématiques communes à toutes les collectivités participantes et préalablement définies par la Direction générale des finances publiques, qui concernent l'examen du bilan, le principe de l'annuité budgétaire, la clôture de l'exercice, les flux financiers réciproques et enfin la démarche de contrôle interne. Chacune de ces thématiques recouvre plusieurs items détaillés au sein du présent rapport, annexé à la délibération. Pour synthétiser le résultat, la ville de Levallois présente à ce jour 12 items considérés comme sans anomalie et donc bien ou parfaitement maîtrisés selon la Direction générale des finances publiques. 9 items constituant en revanche des axes d'amélioration pour la direction des finances. Sans être pleinement exhaustif, car une fois encore, je vous renvoie aux pièces jointes complètes qui sont annexées à la présente délibération, ainsi qu'à la récente présentation faite en commission par notre conseiller aux décideurs locaux, les points forts de la ville sont les suivants. Tout d'abord, de très bons résultats sur le contrôle hiérarchisé de la dépense. Ensuite, un excellent suivi de la dette par leurs donateurs, c'est-à-dire par la ville. Une démarche prudentielle et vertueuse sur l'anticipation du risque. Une bonne qualité des comptes. On a un indice de performance comptable à 80%. Et une démarche initiée d'un déploiement à venir d'un contrôle interne financier et de maîtrise des risques. Sur ce dernier point, le contrôle interne, je vous rappelle en effet que nous avons initié une démarche de mise en place d'un processus de contrôle interne il y a déjà quelques mois. Cette démarche est effectuée en parfaite synergie avec la direction départementale
des finances publiques qui était venu nous voir le 16 mai dernier et qui nous avait remis un document sur la réforme de la responsabilité des gestionnaires publics. Et nous rencontrons diverses entreprises installées sur la ville pour comprendre et récupérer leurs bonnes pratiques en matière de contrôle interne. En parallèle, notre conseiller aux décideurs locaux a identifié des axes d'amélioration sur les sujets suivants. D'une part, la démarche de rapprochement de l'inventaire et de l'actif afin de résorber l'écart constaté. Ensuite, le solde des comptes d'imputation provisoire à améliorer. L'appurement du compte 238, c'est-à-dire sur les avances sur marché. Et là, quand on parle d'appurement de ce compte, il s'agit simplement d'une modification d'imputation budgétaire. Et enfin, de développer et déployer en interne une démarche de contrôle interne reposant sur une cartographie des risques. Alors, comme vous pouvez aisément le comprendre, sur ce dernier point, c'est vraiment le corollaire du dernier point fort que je vous ai cité il y a un instant. La démarche de contrôle interne a été initiée et il nous faut maintenant cartographier les risques. C'est la seconde étape de la démarche de contrôle interne. Quant aux trois premiers points, donc le rapprochement de l'inventaire et de l'actif, le solde des comptes d'imputation provisoire et l'appurement du compte 238, la direction des finances a déjà entamé le pour-action sur ces points-là avec le service de gestion comptable par l'élaboration de la future convention de partenariat. Enfin, et dans la continuité de toutes les actions de transparence des finances de la ville que nous nous efforçons avec Madame le maire de vous proposer depuis le début du mandat, la ville de Levallois souhaite pérenniser cette démarche vertueuse au travers du futur engagement partenarial tripartite entre la Direction générale des finances publiques, le service de gestion comptable, c'est-à-dire ce que l'on appelait il y a encore quelques années le comptable public, et la ville. Ce partenariat tripartite est actuellement en cours d'élaboration et de co-construction pour une signature que nous espérons pouvoir organiser d'ici la fin de l'année. Ce futur engagement partenarial, matérialisé par une convention pluriannuelle entre les trois acteurs, permettra d'englober l'ensemble des constats effectués et vise ainsi tant une modernisation de la gestion publique qu'une amélioration de la qualité des comptes. En conclusion, cette démarche volontariste de synthèse de la qualité des comptes, doublée d'un prochain engagement partenarial, permet aux parties ainsi qu'à la ville d'accroître son efficience comptable, de maintenir à un bon niveau le service rendu aux usagers, ainsi que de renforcer le partenariat et la coopération entre les services, c'est-à-dire entre la ville, le service de gestion comptable et la Direction générale des finances publiques. Je vois que M. Geffrier a déjà des questions. C'est tout coupé. Alors, attendez, on recommence. Monsieur Geffrier, vous avez la parole. Merci Madame le maire, merci Monsieur Robert. Nulle question, il y a été répondu lors des commissions, mais simplement nous tenions à saluer l'exposé fastidieux, car la matière comptable est ardue, que vous venez de faire. Cette démarche vaut le coup d'être saluée, car elle contribue en effet à la transparence des finances publiques, ce que nous avions appelé de nos voeux dès le début de votre mandat en juillet 2020, dans la continuité des conclusions du rapport de la Chambre régionale des comptes. Et donc nous serons attentifs à la suite de la démarche qui permettra vraiment d'approfondir opérationnellement ces points d'amélioration de la qualité comptable de la ville. Très bien. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres... Merci. D'autres demandes d'intervention? Non. Ravi. Il n'y en a pas. C'est donc un prend acte de la part du conseil municipal. Merci, Monsieur Robert, pour cette présentation. Nous passons, Madame Coville, à une attribution d'une subvention à l'Association française des victimes du terrorisme, basée à Levallois, pour un projet bien particulier. Merci, Madame le maire. En effet, nous avons été sollicités par l'Association française des victimes du terrorisme pour un projet organisé qui doit permettre à un groupe de plusieurs victimes levalloisiennes de l'attentat du 22 février 2009 au Caire. En effet, ce groupe de Levalloisiens a souhaité retourner sur les lieux du crime, 15 ans plus tard, afin de poursuivre le processus de reconstruction. Ce sont des volontaires qui ont souhaité y retourner. La FVT a accepté d'accompagner ces victimes, c'est dans le cœur de leur association.
Et la présente délibération a donc pour objet d'attribuer à l'association une subvention de fonctionnement d'un montant de 10 000 € dans le cadre de ce projet. Je vous remercie. Peut-être préciser qu'ils seront également accompagnés par un psychologue qui fera le voyage avec eux et que la subvention que nous leur accordons permet également de couvrir ces frais d'accompagnement sur place d'une psychologue et également de préparation en amont de ce voyage qui va être évidemment difficile pour les personnes qui y participent. Alors, le voyage est prévu pendant les vacances scolaires de la Toussaint, c'est-à-dire du 29 octobre au 2 novembre 2024. Ils nous ont transmis le programme prévu et les accompagnateurs qui feront partie de ce déplacement. Merci Madame Coville. Est-ce qu'il y a des questions ou des demandes d'intervention sur ce point? Il n'y en a pas. Je mets donc aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Il n'y en a pas. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Les Jeux Olympiques, attribution d'une récompense à nos médaillés du Levallois Sporting Club qui ont été donc médaillés lors des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ils sont au nombre de 5. Madame Haddad, la ville leur accorde donc une prime pour leur belle performance. Oui, merci Madame le maire. Bonsoir à tous. Qu'il m'est agréable de présenter une délibération telle que celle-ci qui récompense nos athlètes du LSC qui ont participé sous la bannière française aux Jeux olympiques et paralympiques. Donc la ville attribue à nos médaillés une subvention, comme vient de l'évoquer Madame le maire, à hauteur de 10 000 € pour l'argent et 5 000 € pour le bronze. Cela concerne Yannick Borel pour l'argent en escrime, Coraline Vitalis et Alexandra Louis-Marie toujours pour l'escrime par équipe. Nous avons toujours l'argent. 5 000 €, donc médaille de bronze pour Simon Gauzy, tennis de table par équipe, et notre para-athlète en judo, en individuel, je ne sais pas si on dit Jason ou Jason. Moi j'entends Jason. Grandry. Voilà, donc cette délibération a pour objet de valider ces récompenses qui sont, comme vous l'avez rappelé la dernière fois, dans la continuité des Jeux de Tokyo. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur cette attribution de prime à nos athlètes? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Il n'y en a pas. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Pour nos athlètes, Frédéric Robert, une décision modificative numéro 2 sur notre budget 2024. Quelques modifications à la marge. Je vous écoute. Tout à fait. Merci Madame le maire. Alors, comme tout acte budgétaire soumis au vote de l'Assemblée, cette décision modificative budgétaire numéro 2 nous est proposée à l'équilibre en dépenses et en recettes, bien entendu, à hauteur d'un montant global de 300 000 € et plus exactement 200 000 € pour la section d'investissement et 100 000 € propres à la section de fonctionnement. Alors c'est une délibération assez technique car elle comporte notamment des mouvements de dépenses et de recettes d'ordre qui n'impactent que la section d'investissement. Nous nous attarderons uniquement sur les quelques mouvements réels impactant la section de fonctionnement et je commencerai par les dépenses. Tout d'abord 459 000 € qui sont ajoutés en dépenses au chapitre des charges à caractère général, dont 300 000 au titre d'honoraires et 150 000 pour des prestations de services diverses nécessaires au bon fonctionnement de certains services. On a ensuite 385 000 € de crédits nouveaux ajoutés au chapitre 65, c'est-à-dire aux autres charges de gestion courante. Ces crédits prévoient notamment le versement anticipé et à venir d'indemnités contractuelles dans le cadre de la sortie de baux et permet également le versement de la subvention municipale de 10 000 € à l'Association française des victimes du terrorisme dont Madame Coville nous a parlé à l'instant. Nous avons ensuite 135 000 € relatifs à des annulations de titres sur les exercices antérieurs, notamment à la demande du trésorier public. Ensuite, 1 million d'euros fléchés sur le chapitre 68 des dotations en provisions, qui se répartit entre 600 000 € relatifs à des provisions pour contentieux et 400 000 € pour la dépréciation des actifs circulants, autrement dit, ce qui concerne les débiteurs insolvables. Enfin, du côté des recettes, 1 879 000 de réduction de crédits budgétaires au chapitre 014 des atténuations de produits,
Cela, c'est la bonne nouvelle que nous avons reçue à réception des notifications préfectorales pendant l'été relatives au FPIC et au SRIF, dont les montants prélevés en 2024 seront finalement moindres que les prévisions initialement budgétées par la Direction des Finances, le FPIC et le SRIF étant notre chère péréquation. Voilà. Enfin, du côté des recettes de fonctionnement, une baisse de 200 000 € des droits de mutation à titre onéreux en raison du rythme d'encaissement à date inférieur à celui des années précédentes et un ajout de 300 000 € de crédit au chapitre 75, les autres produits et charges courantes, en lien avec les honoraires budgétés pour la même somme au chapitre 11. Autrement dit, il s'agit de simples régularisations qui sont totalement neutres pour la ville d'un point de vue financier. Merci, Monsieur Robert. Des questions? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. En l'absence de mon adjointe, je vais rapporter la délibération suivante sur la fixation de la participation aux frais de scolarité intercommunaux des écoles publiques. C'est une délibération qui nous permet de participer, nous, Ville de Levallois, aux frais de scolarité des enfants levalloisiens scolarisés dans des écoles publiques des communes voisines. Souvenez-vous, on avait déjà adopté des délibérations nous permettant de participer aux frais de scolarité des enfants levalloisiens scolarisés dans les écoles privées de Levallois ou hors de Levallois. Là, c'est une délibération qui nous permet de faire pareil pour les écoles publiques hors de Levallois. Alors, ça concerne très peu d'enfants, en réalité, des enfants levalloisiens scolarisés ailleurs. On a, par exemple, pour l'année 2022-2023, 3 enfants levalloisiens qui ont été scolarisés dans une école publique d'Asnières et 3 enfants de Levallois scolarisés dans une école publique de Courbevoie. Voilà. Et donc, pour ces enfants, la délibération propose un montant de 762,25 € par enfant pour cette année scolaire 2024-5. Et nous en profitons également pour joindre à cette délibération une convention qui nous permet, une convention type qui nous permet donc de régler ces questions avec les communes concernées. Pas de difficulté. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Nous passons aux affaires techniques, Madame Haddad, avec une délégation de service public relative à la gestion et à l'exploitation de la crèche Vergniaud, qui ouvrira ses portes prochainement, une nouvelle crèche à Levallois. Cette délibération nous permet de signer la convention avec la société Babylou, qui est arrivée au bout de la procédure d'attribution de marché. Exactement. Nous avions voté en décembre dernier. Nous sommes prononcés favorablement sur le principe de la délégation de service public pour aménagement, gestion, exploitation de cette crèche dont vous avez rappelé le lieu. Naturellement, la procédure de mise en concurrence a été menée avec dépôt d'un dossier, celui de la SAS Evancia Babylou. Après examen des garanties de cette société, naturellement, les garanties financières et professionnelles, il a été décidé d'admettre le candidat à remettre son offre. Il y a eu des tours, des commissions, et à l'issue des négociations, eh bien, la proposition de cette société a été retenue, puisqu'elle a présenté toutes les garanties dans l'offre de service, tant en ce qui concerne le projet pédagogique que les modalités d'exécution du service et le projet d'aménagement de la structure, puisque nous l'avions évoqué la dernière fois, eh bien, la ville livre une structure brute de béton. Il y a un encadrement identique à nos crèches municipales, des possibilités pour la ville de, bien sûr, visiter le site. La ville garde, et c'est le plus important, la main sur les places. Je vous rappelle que c'est une crèche qui accueillera 30 berceaux. Vous avez toute une charte qui rappelle les exigences de la ville sur différents volets, notamment par rapport à la qualité des repas, la qualité des couches. Enfin, vous avez vraiment tout un tableau qui récapitule le cahier des charges plutôt drastique qui est imposé à ce délégataire. Cette convention que je vous demande de bien vouloir autoriser à signature prendra effet en janvier 2025 avec un accueil des premiers enfants en septembre 2025. Elle est conclue pour 10 ans jusqu'au 31 juillet 2035 inclus, et tous les aménagements naturellement sont à la charge du délégataire. Il y aura un fonctionnement identique aux autres crèches du lundi au vendredi, 8h-19h, 5 semaines de fermeture annuelle, et encore une fois, je le répète pour que chacun
ait bien conscience qu'il n'y a pas de danger, comme on a pu l'entendre de temps en temps, sur le projet de DSP, qui n'est plus d'ailleurs, qui n'est plus au stade de projet. La ville conserve vraiment la main sur les attributions avec un barème qui est calqué et qui est établi par la CAF. Et bien sûr, la perception de ces recettes ira aux délégataires. Voilà, donc je vous demande de bien vouloir autoriser la municipalité à conclure cette convention relative à la délégation de services publics pour l'aménagement, la gestion et l'exploitation de cette crèche rue Vergniaud avec la société Evancia Babilou. Merci Madame Haddad pour cette présentation très claire. Monsieur Messatfa, vous avez demandé la parole. Merci Madame le maire. C'est cette DSP pour une crèche municipale, pour une crèche est la première, comme vous l'avez dit, à Levallois. D'habitude, les crèches municipales étaient organisées en régie, directement. Nous avons eu un échange en commission pour essayer de comprendre le pourquoi de cette réorientation. Le prix a été questionné et on s'est rendu compte qu'au final, le prix d'un berceau pour la ville en régie ou en DSP était le même. Est-ce que c'est motivé, est-ce que cette DSP est motivée par les investissements nécessaires, c'est-à-dire les 980 000 euros? À la réponse, à mon avis, non, parce que Babilou réintégrera les investissements réalisés dans le prix du berceau donné. Donc on ne va pas vous surprendre, mais on votera contre le principe de la délégation de services publics pour les crèches, pour la crèche, qui est quand même une compétence qui a toujours été en régie à Levallois. Vous voulez faire un test avec Babilou et nous souhaitons continuer à faire confiance à la qualité des crèches municipales levalloisiennes avec les agents de la ville. Je vous remercie. Alors pour vous répondre, oui, effectivement, ce choix a été largement motivé par les investissements à faire pour construire cette crèche, pour aménager cette crèche. Plus de 900 000 euros à la charge donc, de Babilou. On leur livrera cette coque brute de béton et à eux la charge de faire les aménagements, d'acheter le matériel, etc. etc. Sur ce choix-là, oui, on en avait effectivement parlé également. Il y a aussi une forte tension sur le secteur pour recruter du personnel et recruter des agents. Le choix a été fait justement de préserver nos agents et d'essayer de ne pas surcharger les crèches municipales pour qu'elles aient une certaine souplesse et un certain confort de travail. Ça nous permet aussi, en déléguant cette gestion sur cette crèche à Babilou, de concentrer notre attention sur le personnel déjà présent et ne pas avoir à intégrer encore du personnel pour pouvoir gérer une nouvelle crèche. Donc c'est effectivement un choix qui a été fait en pensant au personnel communal. Sur le prix, et je vous prie de m'excuser, mes réponses étaient un peu confuses lors des commissions, donc j'ai un peu retravaillé tout ça. Effectivement, aujourd'hui, quand on accueille un enfant en crèche municipale, le coût d'un accueil chaque mois est 4 500 euros par enfant. Vous déduisez à ces 4 500 euros les aides de la CAF, la participation des familles, qui sera strictement la même sur cette crèche Vergniaud. C'est-à-dire que les parents qui auront leur enfant accueilli sur la crèche Vergniaud ne paieront pas davantage que les parents qui ont leurs enfants accueillis dans les autres crèches. Donc là, il n'y aura pas de récupération de Babilou sur les tarifs qu'ils pratiqueront. Ce sera strictement les mêmes. Donc, 4 500 euros, vous enlevez les aides de la CAF, les aides du département, les participations des familles, etc. In fine, ce sont 1 500 euros par enfant qui restent à la charge de la ville à supporter chaque mois pour accueillir un enfant. Et en fait, quand vous regardez 1 500 euros fois 30, le nombre de berceaux, fois 11, le nombre de mois accueillis, on arrive sur ce mois 495 000 euros, qui est à peu près le montant en fait, que l'on va donner à Babilou chaque mois pour leur permettre de fonctionner. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à notre délégataire de supporter le coût d'aménagement de la structure, d'être déficitaire en pratiquant des prix qui sont en deçà de ce qu'ils pratiquent d'habitude, puisque justement on va leur demander de pratiquer un prix égal à celui qu'on pratique nous dans nos crèches. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle chaque année la ville abondera cette DSP dans le cadre d'une surcharge, enfin d'une subvention d'équilibre, à hauteur de 465 000 euros. Donc, pardon de ne pas vous l'avoir expliqué clairement en commission. Ici, c'était très clair en commission, vous aviez donné cette répartition, et on était bien tombé sur des chiffres allant de 1500 à 1600 environ. Ce que j'entends par Babilou, c'est une entreprise, c'est pas des bons samaritains. Ce que je veux dire, c'est que dans leur modèle économique, c'est que les 980 millions qu'ils vont investir, ils vont devoir récupérer l'argent derrière. Les 980 000, pardon, ils vont devoir les récupérer et ils les mettent donc
dans les prix qu'ils vont pratiquer. Et il y a un modèle économique qui aurait peut-être pu nous le payer moins cher. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on laisse en délégation de service public l'investissement à la charge de Babylou que c'est neutre financièrement pour les finances de la ville. C'est l'amortissement sur 10 ans, effectivement. En tout cas, ce sera neutre pour les parents levalloisiens. Et au bout de 10 ans, nous récupérerons, nous, l'équipement. C'est-à-dire que nous serons propriétaires de l'équipement au bout de 10 ans. Donc ça, c'était important à le souligner. Madame Hermeneux, allez-y. Bonsoir, Madame le maire. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Nous émettons quelques réserves quant aux modalités de la mise en place de cette délégation de service. On est bien évidemment favorable à la création d'une nouvelle crèche, ce n'est pas la question, mais voilà, quelques réserves sur plusieurs points. Tout d'abord, on trouve quand même bien dommage qu'il y ait un seul candidat qui ait répondu. Alors évidemment, vous ne le maîtrisez pas complètement, mais en termes de mise en concurrence, on trouve que c'est un petit peu dommage. Par ailleurs, vous évoquez la mise en place d'un test. Un test sur 10 ans, ça semble quand même particulièrement long. Et, quand on regarde le contrat, il n'y a pas réellement de clause qui permettrait de sortir du test à des peut-être dates anniversaires pour se permettre de se dire que voilà, au bout de 3 ans, on fait le point et on regarde si on est toujours satisfait, etc. Par ailleurs, au regard des révélations qui ont été faites ces dernières semaines autour du microcosme de la petite enfance, voilà, on considère qu'il faut être extrêmement vigilant sur les aspects contractuels dans ce genre de mise en place, surtout quand c'est une première fois. On se pose des questions sur le fait que le contrat aurait peut-être pu être mieux bordé, on l'a évoqué en commission, on n'a pas changé d'avis en relisant le contrat à la suite. L'objet du contrat est extrêmement vague, les conditions de sortie le sont encore plus. Voilà. Moi j'ai l'impression que la ville elle va être prisonnière de ce contrat pendant ces 10 ans et que quelle que soit la situation que l'on expérimente, et on espère évidemment que tout va très bien se passer, on ne pourra pas en sortir facilement. Je comprends. Alors, pour vous rassurer peut-être, ça a été quand même très bordé par la commande publique et nos affaires juridiques qui ne nous ont pas laissé nous embourber dans un contrat dans lequel on serait pieds et poings liés, comme vous dites, 10 années durant si jamais, effectivement, des graves carences venaient à être constatées. Comme dans toute DSP, on peut sortir de cette DSP en cas de manquement, on peut appliquer des sanctions en cas de choses à corriger. On l'a fait avec certains de nos prestataires. Je pense à Elior ou je pense à Happy sur la restauration. Donc, bien sûr, j'entends votre position, je suis moins inquiète que vous sur notre capacité à nous désengager demain si vraiment des manquements extrêmement graves sont constatés sur cette DSP. Et comprenez aussi que Babylou a des impératifs aussi et qu'on ne peut pas leur demander de faire un test sur 3 ans en prenant à leur charge quasiment 1 million d'euros d'aménagement pour leur dire dès le départ, on verra dans 3 ans si on est satisfait ou pas. C'est effectivement pour eux, là ça aurait été un coup à avoir aucune entreprise qui réponde à notre marché. Voilà. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vais donc mettre au vote. Je crois que c'est un ne prend pas part au vote, abstention de part et d'autre. Contre, pardonnez-moi. Alors, je mets au vote. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. Elle est adoptée. Alors, je vais sortir pour la prochaine et laisser la parole et la présidence de séance à M. Stéphane de Crêpes pour une autre DSP pour laquelle nous passons un avenant, celle de Leva Park. Donc, je demanderai à M. Weiss, Mme Deschien, M. Cavallini, Mme Coville, M. Launay, Mme Bugashki, M. Robert, Mme Haddad, Mme Chély et M. Mortel de bien vouloir sortir également en tant qu'administrateurs de Leva Park. Ils ne peuvent pas être présents sur cette délibération. M. de Crêpes, je vous laisse peut-être prendre ma place pour pouvoir donner la parole ensuite. Non, vous ne sortez pas? Bon, ok. C'est bon. Ok, chers collègues, donc je vais vous parler de cette délibération qui présente différentes mesures concernant le stationnement dans notre ville, le stationnement dans les parkings, le stationnement en voirie.
et qui s'inscrit dans une double volonté de regroupement des délégations de services publics. Ça sera fait à l'hiver 2026. Et dès janvier 2025, des mesures d'harmonisation. Des mesures d'harmonisation concernant sur les ouvrages, donc la revalorisation des tarifs des parkings concernant les forfaits et les abonnements. Et effectivement, on va vous demander aussi d'adopter la future tarification du parking Henri Barbus. Voilà, et concernant ce point sur la revalorisation des tarifs, on saisit l'opportunité de cette délibération donc, pour faire une modification concernant l'intitulé d'un des indices de calcul de la fixation des tarifs des parkings. Donc, on passe de l'indice EBIG à l'indice MIG-EBIG. Voilà. Mis à part ça, il n'y a pas, comme vous avez pu le lire dans les avenants, il n'y a pas de grand changement sur le fond de cet indice. Cette délibération porte également un élargissement de l'offre de services, et notamment sur le stationnement en voirie avec la création d'un point vert pro. La caractéristique de ce point vert pro, c'est que les entreprises qui le demandent, donc l'ensemble de leurs collaborateurs qui le demanderont, pourront bénéficier des avantages du point vert, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, puisque c'était limité à 2 véhicules. Là, pour le point vert pro, c'est donc une offre illimitée pour les collaborateurs de ces entreprises, et ça, on va dire que ça concerne essentiellement les très petites et les moyennes entreprises qui n'ont pas forcément un parking en sous-sol, donc de leur immeuble de bureau pour accueillir leurs collaborateurs. Autre élargissement de l'offre de services que nous proposons, et là je parle en ouvrage, ça concerne le parking Henri Barbus, puisque nous réservons un certain nombre de places, 6 je crois, pour accueillir des véhicules utilitaires de grande taille, donc pour faciliter le déballage et le remballage des commerçants du marché Henri Barbus. Donc voilà ce qu'on pouvait dire d'essentiel sur cette délibération. Alors je vous ai demandé la parole. Monsieur Messatfa. Merci. Nous voterons favorablement pour ces avenants et ces apports, car ils amènent au niveau du stationnement en voirie des améliorations, que ce soit pour les professionnels, les entreprises et les professionnels de santé. En revanche, on aurait pu profiter de ces avenants-là pour aller sur le vrai problème que nous avons à Levallois de stationnement, qui consiste aussi à traiter la problématique du stationnement en sous-sol. Nous avons vu, beaucoup de choses là sont faites pour le stationnement en voirie, mais on ne propose rien pour optimiser le stationnement en sous-sol. Et dans une ville dense comme Levallois, l'enjeu premier, c'est de récupérer de l'espace. Donc on a une augmentation des tarifs, donc on passe pour les résidents de 125 à 129 €. Mais aucune réflexion est menée, alors que en décembre 2023, je crois bien, nous avions étudié le rapport annuel de Levapark qui présentait des taux d'occupation un peu inquiétants. Donc je reviens sur le parking de Pompidou, 30% d'occupation annuelle, celui de Pierre Brossolette qui est à 19% d'occupation annuelle. On a Jules Guette qui est à 49 pour arriver sur un total d'environ 50% des parkings qui sont à un taux d'occupation inférieur à 60. Donc si on veut récupérer de l'espace en surface, il faut réfléchir à une meilleure tarification et une adaptation aux usages. Il y a des personnes qui utilisent, je le répète assez souvent, je n'irai pas
trop en profondeur sur le sujet, mais il y a des personnes qui utilisent leur voiture quotidiennement, qui ont besoin d'avoir leur voiture à 200 mètres, et il y a des personnes qui utilisent le week-end et qui sont capables de marcher plus loin et d'aller dans des parkings un peu plus éloignés et un peu plus vides si on arrive à les inciter grâce à une tarification adaptée. Deuxième chose, qui sera sous la forme de deuxième et dernière chose qui sera sous la forme de questions. On a sanctuarisé encore davantage et rappelé la gratuité pour les personnes à mobilité réduite en voirie. Je me souviens quand nous avons étudié les rapports sur les rapos, les recours, nous avions sur les 1900 recours annuels environ 50% qui étaient le fait de personnes à mobilité réduite. Et toutes ces personnes à mobilité réduite qui ont fait des recours, nous avions 100% de recours qui ont été annulés. Donc des pistes, un travail devait être fait et une réflexion sur une amélioration du système devait être fait. J'aimerais savoir si les choses ont avancé de ce côté-là pour les personnes à mobilité réduite. Je vous remercie. Alors, concernant les deux points et sur le taux d'occupation des parkings, un rapport sera présenté au conseil municipal d'ici la fin de l'année. Et je pense que, enfin, j'ai quelques échos selon lesquels les taux d'occupation de nos parkings sont très bons et ont même progressé. Donc on en prendra tous ensemble connaissance cet hiver, peut-être au mois de décembre, probablement, sur ce taux d'occupation, et on pourra réaborder le sujet à cette occasion. Je m'appuie sur les rapports de Levapark, excusez-moi. Oui, oui, mais ça sera voilà. Tout à fait. Je prends les chiffres de Levapark, pas ceux d'ailleurs. Et ça sera Levapark qui produira, le délégataire, qui produira ces chiffres. Donc voilà pour le premier élément. Sur l'offre de service, ça fait partie de la DSP que vous avez adoptée donc en septembre dernier. Donc derrière tous les investissements qui vont être faits dans nos parkings, il y a aussi une volonté de rendre nos parkings plus attractifs et plus modernes en termes de prestations. Donc ça fait partie aussi du sujet. Donc je le redis à cette occasion, puisque vous m'en donnez l'opportunité. Sur les personnes à mobilité réduite, effectivement, quand vous habitez le Valois, vous devez effectivement informer le délégataire que vous êtes une personne à mobilité réduite pour que vous soyez bien inscrit dans nos bases. Et que lorsque donc, la détection automatique passe sur le stationnement en surface, vous ne soyez pas gratifié d'une contredanse si vous avez commis une infraction en ne payant pas votre stationnement. Voilà. Des réflexions, on peut en mener. Ce qui est compliqué, c'est quand vous proposez aux personnes de se déclarer, voilà, de ne pas se déclarer, simplement d'aller à l'horodateur pour dire je suis à mobilité réduite. Aujourd'hui, il n'y a aucune mesure de contrôle possible. Donc c'est un peu délicat. On est prêt à y réfléchir si les systèmes permettent effectivement de contrôler, j'aime pas le mot contrôler, mais éviter les effets d'aubaine. Vous savez, il y a toujours des petits malins ici ou là. Et donc, voilà, c'est un sujet sur lequel il faut quand même prêter attention. Je crois que dans différents sujets, on essaye de prévenir la fraude. Et voilà, et ça peut en faire partie. Si je peux me permettre, voilà. Le rapport, et cette constatation-là date du 30 janvier 2024, ça fait donc 8 mois. Et donc 8 mois, des solutions existent. Sont étudiées dans d'autres villes. Nous avions formulé notamment au conseil municipal des propositions pour que les personnes à mobilité réduite puissent apposer quelque chose sur leur plaque d'immatriculation ou puissent enregistrer leur plaque d'immatriculation sur un horodateur, comme c'est déjà le cas dans d'autres villes de France. Mais là, je suis un peu étonné d'entendre qu'après 8 mois, vous pensiez encore à essayer de réfléchir en disant que c'était compliqué. Bien sûr qu'il y aura toujours de la fraude, bien sûr qu'il y aura toujours des difficultés et tout n'est pas simple. Mais là, après 8 mois, je voulais juste savoir si des réflexions avaient été
entamé et apparemment aujourd'hui vous me dites que non et je trouve ça bien dommage pour les personnes à mobilité réduite qui viennent à Levallois. Le système est déjà assez fastidieux parce que pour les Levalloisiens, il faut aller à Levallois Découverte pour se enregistrer. Mais si, par exemple, nous avons des amis qui viennent de l'extérieur et qui sont à mobilité réduite, quand elles arrivent ici, elles doivent se déclarer à Levapark. Et il faut avouer que quand vous venez dîner chez vos amis, il est un peu délicat de se dire « Tiens, je vais appeler le gestionnaire et le délégataire du stationnement pour me déclarer handicapé et pour pouvoir profiter de mon dîner sans me prendre une contravention. » Bon, c'est entendu. Voilà, après 8 mois, vous savez, sur une vie. Donc, il ne faut pas non plus être toujours 8 mois pressé. pour une personne à mobilité réduite, c'est compliqué quand même. Voilà, Enfin, donc, je pense qu'il faut réfléchir. C'est ce que nos électeurs attendent de nous, c'est qu'on pose les choses, qu'on réfléchisse un peu et qu'on propose des solutions qui tiennent la route plutôt que de s'emballer comme ça. Oui, faire des effets d'annonce, mais quand on ne peut pas contrôler et que finalement on crée des effets indésirables, bah, ce n'est pas vraiment une bonne solution. Donc, mais c'est entendu. Voilà, donc je mets, s'il n'y a pas d'autres prises de parole, je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci, chers collègues. Cette délibération est donc adoptée à l'unanimité. Et nous pouvons rappeler, Madame le maire, et les autres élus qui sont sortis pour reprendre le cours du conseil municipal. Merci, Monsieur de Crepes. Merci à tous. Nous continuons avec Madame Deschien, la délibération numéro 9 sur la convention que nous avons signée avec les institutions SINAI pour la mise à disposition de bornes escamotables afin de sécuriser les abords de leur nouvelle école située rue Clément Bayard. Merci, Madame le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, il s'agit là d'une convention à passer entre la ville et la société civile immobilière SINAI, donc relative à la mise à disposition de bornes escamotables au 18 rue Clément Bayard. Nous sommes là sur le même modèle de ce que nous avons réalisé et contractualisé avec la société SAP rue de Lorraine. Il s'agit donc de l'installation de bornes escamotables et de totems, des totems là, correspondant pour un total de 107 000 € hors taxes. Les travaux ont été réalisés par la ville. Tout a été mis en place afin que la rentrée scolaire se déroule en toute sécurité, puisqu'il s'agit de sécuriser l'accès à ce piéton et véhicule à cette école. Nous avons réalisé ces travaux dans le cadre de ce que nous appelons le compte de tiers. Nous contractualisons donc avec l'école SINAI pour une durée de 5 ans. Donc l'école a investi pour la réalisation de l'installation de ces bornes escamotables et des totems. Et en contrepartie, nous en assurons l'entretien comme il se doit. Voilà. Et je vous rappelle que nous avons mis en place le même système sur la rue de Lorraine avec l'école, avec la société SAP, ou encore qui est Charles Pasqua avec la société L'Oréal. Alors, pour les néophytes, réalisation pour compte de tiers, ça veut dire que c'est la ville qui fait les travaux, mais que c'est le bénéficiaire qui paye. C'est-à-dire le coût de ces travaux a été quand même de plus de 128 000 € pour 4 bornes et 2 totems. Et c'est donc les institutions SINAI qui prendront en charge cette facture. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Nous passons à la numéro 10, Madame Coville. Et nous reparlons de notre zone d'accélération des énergies renouvelables.
dont nous avions déjà parlé au Conseil de juin. Et aujourd'hui, nous actons le retour de la concertation. Et merci, Madame le maire. Donc, conformément à la loi APER, la ville de Levallois a été invitée à identifier des zones d'accélération pour l'implantation d'installations d'énergie renouvelable. Et dans le cadre de cette loi, il était rappelé que les collectivités qui jouent un rôle pivot dans ce dispositif étaient invitées à mener une concertation. Nous avons donc lancé une concertation qui s'est déroulée du 24 juin au 12 juillet, c'est-à-dire, me précisent les services, pendant 19 jours consécutifs. Cette concertation a permis notamment à 3 personnes. Oui, c'est ça, 3 personnes. On permis à 3 personnes de consigner des observations sur la plateforme Pensons Ensemble Levallois, et aucune observation n'a été consignée sur le registre papier. Nous pouvons donc considérer que ce dispositif que nous avons voté au mois de juin, nous pouvons considérer qu'il est définitivement adopté. Et je rappelle que les zones qui ont été définies pour la ville de Levallois, c'est la valorisation de l'énergie fatale, ce qu'on appelle le réseau de chaud, la valorisation de l'énergie fatale pour le réseau de froid, et une petite zone délimitée vers la rue du Président Wilson, en limite avec la commune de Clichy, dans laquelle on pourrait trouver de la géothermie profonde. Ce qui est important de retenir pour les Levalloisiens, c'est que ces zones définies concernent uniquement les projets portés par des entreprises de production d'ENR, et que ça ne concerne en aucun cas les projets que pourraient avoir les Levalloisiens, notamment d'installer des panneaux photovoltaïques, des autres... ne rigolez pas, monsieur l'adjoint aux finances, et autres projets individuels et personnels qu'ils pourraient avoir pour leur copropriété. Je crois que j'ai à peu près dit l'essentiel, Madame le maire, et je vous en remercie. Merci, Madame Coville. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. Nous passons aux affaires de personnel, Monsieur Launay, avec notamment la mise à jour de notre tableau des effectifs. Merci, Madame le maire. Bon, c'est une délibération à laquelle vous avez l'habitude. Je vais juste vous donner les prévisions à partir du mois d'octobre. Donc, on a 55 avancements de grade, 3 pérennisations de vacataires, 1 création de poste, 13 transformations de postes, 4 intégrations directes sur la filière administrative, 4 modifications de la quotité de travail, 21 changements d'intitulé de poste. Et finalement, par ailleurs, on a 5 agents issus de la cellule du parcours de maintien à l'emploi qui ont été reclassés à des postes pérennes. Pour votre information, depuis le début de l'année, on en a eu 10. Et là, il y en a 5 de prévus. Voilà, mes chers collègues, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Pas de difficulté, je pense. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Il n'y en a pas, je vous remercie. Monsieur Launay, toujours la mise à jour du dispositif de recrutement des agents contractuels sur des emplois permanents. Merci, Madame la maire. Bon, comme vous le savez, la ville est confrontée à une pénurie de candidats titulaires pour des postes à forte technicité ou en tension, et à adapter son dispositif de recrutement pour résoudre ce problème. Désormais, grâce à un article qui est l'article L332.8 du Code général de la fonction publique, la collectivité peut recruter des agents contractuels sur des emplois permanents pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable jusqu'à 6 ans. Ce dispositif, qui concerne évidemment les catégories A, B, C, permet de répondre de manière durable aux besoins de la collectivité et d'assurer la continuité des missions de service public, ainsi que d'améliorer la stabilité des agents. Ça, c'est important, en évitant la multiplication de contrats à durée déterminée successifs. Voilà. Pas de difficulté, je pense. Je mets aux voix. Qui est pour?
Avis contraire, abstention, il n'y en a pas, je vous remercie. La fixation des avantages en nature à destination de nos agents, Monsieur Launay, toujours. Oui, alors les avantages en nature sont des biens ou services qui sont fournis gratuitement ou à des prix réduits par la collectivité à ses agents. Ces avantages sont intégrés dans la rémunération et soumis à des prélèvements obligatoires. Les logements de fonction sont régis par l'article L. 721-1 du Code général de la fonction publique, qui permet au conseil municipal de fixer la liste des emplois éligibles à un logement de fonction. Cette liste ne nécessite pas une mise à jour annuelle, mais doit être ajustée si cela est nécessaire. Enfin, l'article 21-23-18-1 du Code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de mettre annuellement des véhicules à disposition de ses membres ou des agents pour leurs fonctions. L'attribution d'un véhicule de fonction est donc limitée dans le temps et doit être redélibérée chaque année. Donc, cette délibération a pour objet d'approuver la liste des emplois éligibles à un logement de fonction, de confirmer l'utilisation d'un véhicule de fonction et de confirmer l'attribution des titres restaurants aux agents de la police municipale et du garage municipal, et enfin de prendre acte de la mise à disposition d'outils technologiques pour usage professionnel. Merci, Monsieur Launay. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. C'est une délibération que nous avions déjà vue ensemble. Je mets aux voix qui est pour. Avis contraire, abstention, il n'y en a pas. Je vous remercie. L'accès au personnel communal à un nouveau restaurant d'entreprise, le Villiers. Ça permettra notamment à nos agents de Vatimesnil, nouvellement installés à Vatimesnil, de pouvoir bénéficier d'un restaurant interentreprise proche de leur site. Monsieur Launay. Oui, c'est la ville a proposé d'adhérer à un second restaurant interentreprise, en plus de celui existant, pour améliorer les conditions des restaurants pour nos agents. Cette initiative vise à diversifier l'offre alimentaire pour mieux répondre aux préférences et contraintes de nos agents municipaux, en leur offrant des choix culinaires et un accès facilité à des repas de qualité. Alors, le restaurant Le Villiers, comme vous l'avez dit, géré par Sodexo, a été choisi pour cette nouvelle offre, renforçant ainsi le bien-être des agents, leur fidélisation et l'attractivité de la collectivité. En tant qu'employeur, c'est quand même un élément essentiel. Ça leur permet de bien manger sans aller trop loin. Des questions? Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Il n'y en a pas. Je vous remercie. La suivante, le dispositif permettant à un agent public de faire don de jours de repos à un autre agent public. C'est une belle délibération que je vous propose d'adopter. En fait, c'est un dispositif qui existe déjà et que nous allons élargir. C'est un dispositif qui permet à tout agent de la collectivité de faire don d'un ou de plusieurs jours de congé ou de repos à un autre agent qui pourrait en avoir besoin. Alors aujourd'hui, tel qu'il existe, ce serait pour des parents d'enfants gravement malades ou des aidants familiaux. Voilà, si on a des agents qui sont dans cette situation aujourd'hui, d'autres agents peuvent, sur la base du volontariat, leur faire don de jours de congé. Et aujourd'hui, nous les élargissons avec cette délibération, le dispositif, en disant d'abord que désormais, les congés bonifiés pourront également faire l'objet d'un don par un agent pour un autre. Et également, nous élargissons les bénéficiaires, en espérant bien évidemment que personne n'ait jamais besoin de ce dispositif, puisque ce dispositif inclura désormais les parents d'un enfant décédé avant l'âge de 25 ans, ainsi que les personnes qui assurent la charge effective et permanente d'une personne décédée avant cet âge. C'est un dispositif assez beau et je tenais à souligner que les agents sont d'autant plus généreux que quand ils font don d'un jour de congé, ils ne savent pas quel agent en bénéficiera, puisqu'on fait don d'un jour de congé pour alimenter un fonds mis à disposition. Donc en 2020, on a ainsi 3 jours de congé qui ont été mis à disposition. En 2021, 2. En 2022, 20,5 jours de congé. Et en 2023, 21,5. À ce jour, aucun de nos agents n'a eu besoin d'avoir recours à ces dons de jours solidaires, ce qui fait donc un solde de 47 jours de congé qui pourront être pris par des agents si jamais ils se retrouvent confrontés à une situation de vie assez dramatique, telle qu'exposée précédemment. Voilà, donc merci à tous nos agents qui ont déjà fait preuve de beaucoup de solidarité en abondant ce fonds. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire, abstention, adopté à l'unanimité, et je vous en remercie. Nous passons aux affaires d'ordre général.
avec la carte scolaire 2024-2025 dont nous allons prendre acte. Nous avons eu une ouverture de classe à l'école Jean de La Fontaine, 4 fermetures de classe, une sur l'école élémentaire d'Olto, une à la maternelle Jules Ferry, une à l'école élémentaire Alfred de Musset et une à l'école primaire Georges Sand, sachant que sur ces 3 dernières classes, elles ont été fermées après le début de l'année, c'est-à-dire que les enfants ont commencé dans des classes pour finalement voir leur classe fermée parce que les effectifs étaient moindres que ceux qu'attendus. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des familles qui nous avaient dit qu'elles inscrivaient leurs enfants sur ces écoles-là et dans ces classes-là, et qui finalement n'ont pas présenté leurs enfants à la rentrée, soit parce qu'ils avaient fait un choix différent d'école à l'extérieur de la ville ou dans le privé. Donc voilà, j'en profite pour demander aux parents vraiment de bien nous signaler quand finalement ils n'inscrivent pas les enfants dans les écoles de la ville, parce que ça permet... Ça implique des petites déconvenues comme ça, avec des enfants qui commencent avec une maîtresse et qui finalement se voient redirigés vers une autre classe parce que leur classe ferme. Voilà. Mais finalement, tout est bien qui finit bien. Tout le monde a pu être redirigé vers une classe et encadré par des bonnes maîtresses. Donc, tout va bien. Est-ce qu'il y a des questions avant que nous prenions acte? Il n'y en a pas, je vous remercie. Nous prenons donc acte. Madame Coville, le renouvellement de nos conventions type avec les associations pour la mise à disposition de nos équipements publics lorsqu'elles en ont besoin. Allez-y. Merci, Madame le maire. Alors, il s'agit effectivement d'un toilettage qui porte sur trois projets de conventions type avec les associations. J'en profite pour ajouter que le nombre d'associations tourne autour de 200 et que nous avons de plus en plus de demandes d'associations qui voudraient soit être hébergées à la maison des associations, soit bénéficier d'une salle à titre gracieux. Donc, devant l'affluence, on a été probablement amené à modifier les 3 projets de convention type. Alors, le premier projet de convention type, c'est celui qui est une convention de mise à disposition de locaux à titre gracieux entre la ville et l'association. Nous avons des conventions avec ces associations. Et la modification porte sur la durée. Nous avons opté pour une durée d'1 an renouvelable dans la limite d'une durée totale de 3 ans pour les associations récurrentes et que nous connaissons bien. Et nous avons proposé une durée d'1 an pour les associations nouvelles, juste pour nous permettre de voir comment s'organise la vie associative avec la ville. La deuxième convention porte sur la mise à disposition de locaux. Comme vous le savez, en tout cas tous ceux qui demandent des salles, la précédente convention portait sur les associations qui demandent à être hébergées à la maison des associations. Celle-ci porte sur la mise à disposition de locaux. Cette convention est ponctuelle, elle porte sur un événement. Et nous avons juste fait quelques ajustements en fonction des badges, en fonction des modalités d'accès, et ça ne porte pas sur beaucoup de modifications. La troisième convention est une convention d'occupation temporaire du domaine public. Là, il s'agit des salles qui ne sont pas nécessairement celles de la maison des associations, mais les autres salles de la ville, que nous mettons à disposition des associations à titre gracieux. Et là, la principale modification porte sur les nuisances sonores. Nous demandons aux associations qui organisent des fêtes d'être un peu respectueux des horaires et du bruit qu'ils peuvent générer pour l'environnement. Voilà, Madame le maire, sur les modifications, les 3 modifications qui régiront les nouveaux modes de relations entre la ville et les associations. Merci, Madame Coville. Des questions? Il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Il n'y en a pas, je vous remercie. Madame Haddad, nous reparlons de sport avec d'abord le volley féminin et ensuite le basket. On commence avec les mariages. On commence avec le volley. Oui, merci, Madame le maire. Bon, eh bien, je ne vais rien pardon, alors, effectivement, je vais d'abord demander aux administrateurs du LSC de bien vouloir sortir, c'est-à-dire M. Weiss, Mme Deschien, M. Gaborio, M. Cavallini, Mme Chelly, Mme Brault et M. Fellous sur les 2 prochaines délibérations. Les grandes manœuvres. Allez. C'est bon, ils sont cachés. Allez, voilà, allez-y, Madame. On est bon.
Donc, comme je le disais, les performances ne sont plus à mettre en avant. Vous savez tous que notre équipe de volley est désormais championne de France. Elle a fait également une très belle performance en Coupe d'Europe. La société Levallois Paris-Saint-Cloud s'est installée la saison dernière à Levallois. Son siège est de mémoire rue Danton. Elle évolue toujours cette année en première division et cette convention pluriannuelle d'objectifs et de mise à disposition de moyens entre notre belle ville de Levallois et la société Marine 92, j'abrège, a été signée en septembre 2023 qui dressait la liste des engagements de la ville et les moyens de chacun. Aujourd'hui, il s'agit de mettre à jour l'annexe numéro 1 de la convention pluriannuelle, puisque il ne vous aura pas échappé que les Metropolitans 92 n'existent plus. Ils occupaient des locaux à Cerdan et vous connaissez le choix politique de la municipalité en matière de promotion du sport féminin. Et nous avons décidé de réaffecter à l'équipe féminine de volley certains locaux, d'agrandir un petit peu l'espace qu'ils occupaient, puisqu'il y a désormais des créneaux de libre. Donc, nous mettons toujours à disposition la salle Marcel Cerdan et la salle Sonco à Gabriel Péry. L'avenant, dans son article 1, vous dresse la liste des matériels et des salles qui sont mis à disposition de l'équipe féminine. L'opposition Levallois d'Avenir a sollicité aujourd'hui la communication d'un certain nombre de précisions, notamment afférentes au nombre de matchs, au nombre de spectateurs, aux places fournies à la ville. Lors de la session précédente, le cabinet de Madame le maire a immédiatement répondu avec les données suivantes. 23 matchs à domicile la saison passée. On en prévoit pour la saison 2024-2025 entre 15 et 24 ici, 900 spectateurs de manière régulière et davantage pour les gros matchs, puisque bien évidemment avec le titre de championne de France, ça attire davantage de spectateurs. Une dizaine d'invitations pour la ville dispatchées, ventilées avec un turnover à chacun, quelques places pour les présidents de section du LSC aussi, des places gratuites qui sont régulièrement fournies aux adhérents et aux agents de la ville et des réductions tarifaires qui sont également mises en place pour les adhérents du LSC tout au cours de cette saison. Merci Madame Haddad. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette convention? Monsieur Messatfa. Merci Madame le maire. L'intérêt d'avoir une équipe Fagnon comme peut l'être l'équipe de volley de Marianne, elle s'appelle. Des Marianne SF PL, je n'ai plus l'acronyme, mais c'est la société qui supporte avec qui on fait cette convention-là, peut trouver un sens. Vous avez fait un choix politique de féminisation, mais j'ai une question sur ce sujet-là. On en avait déjà parlé pour aller au bout de la démarche et que cette équipe Fagnon puisse irriguer la pratique sportive du volley féminin dans la ville. Est-ce que vous avez prévu, comme il a toujours été le cas quand on développait du sport à Levallois et des sections, je parle du judo, je parle du tennis de table, vous avez l'intention de faire des sections sportives et développer des sections sportives dans les collèges et les lycées, et si vous aviez aussi l'intention de développer davantage l'activité volley au sein de la ruche, parce qu'aujourd'hui, elle est accolée au basket en faisant un 50-50, mais n'est pas une discipline à part dans les activités périscolaires. Donc, est-ce que vous allez aller au bout de cette démarche-là? Et je pense que, et je le rappelle, c'était tout l'intérêt d'une équipe Fagnon supportée par une municipalité, c'est d'avoir derrière des retombées dans la pratique sportive pour tous. Alors, des retombées dans la pratique sportive, ne vous inquiétez pas, on en a, parce que Luce Brennan, la présidente du LSC Volley, croule sous les inscriptions qu'elle n'arrive pas à toutes absorber malheureusement. Donc là-dessus, les retombées sont au rendez-vous. Pour vous parler de la ruche, et pardon, la première question, c'était sur les sections sportives dans les collèges et les lycées. Les sections sportives dans les collèges, il n'y a pas eu de demande dans ce sens. Donc non, il n'y a pas de projet aujourd'hui de créer une section sportive volley avec les collèges de la ville. Mais encore une fois, rassurez-vous, les retombées sportives sont bien au rendez-vous, puisque encore une fois, les sections amateurs du volley sont très, très, très demandées, et ce, dès les premiers âges. Voilà. Oui.
Merci. Est-ce que vous ne pouvez pas être proactif sur ce sujet-là des sections sportives? Parce que si j'imagine qu'on a des jeunes qui pratiquent en club à Levallois et que le club croule sous les demandes, peut-être que le rôle de la ville est d'être proactif sur l'organisation pour essayer de déceler des talents avec l'aide des coachs pour leur permettre derrière, dans les collèges de la ville, de continuer à pratiquer le sport à un niveau au moins compétition. C'est un peu comme ça que ça s'était organisé avant. C'est pas forcément les clubs qui sont toujours en demande. Ça peut être aussi la ville qui, en mettant tout le monde autour de la table, peut essayer d'être proactif sur le sujet. Alors proactif, j'ai pas l'impression de ne pas l'être. Maintenant, sur ce sujet-là, moi, j'ai plutôt tendance à faire confiance aux directeurs des collèges. D'ailleurs, je siège très régulièrement dans les conseils d'administration en tant que vice-présidente du département. Je sais que David-Xavier Weiss le fait aussi en tant que conseiller départemental. J'y étais pas plus tard que la semaine dernière au collège Jean Jaurès, et ce n'est aujourd'hui pas un sujet qui est demandé. C'est pas quelque chose qui est demandé. Attention aussi, comme je vous le dis, les créneaux sont extrêmement demandés et les cours sont pleins. Quand on ouvre une section sportive telle que celle-ci, notamment en sport collectif, ça fait des créneaux à libérer et à prévoir dans les calendriers et dans les plannings annuels. Aujourd'hui, force est de constater que nous n'en avons quasiment pas. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne sais pas ouvrir une section sportive volley sans que ça se fasse au détriment des cours déjà existants. Voilà. D'autres questions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Je mets aux voix la 18. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Abstention ici. Nous parlons ensuite du basket, parce que vous avez dit, Madame Haddad, que les Metropolitans 92 n'étaient plus, et vous avez raison, mais le Levallois Metropolitans Basketball Club est né. Et vous allez nous parler de cette belle naissance et de cette belle aventure qui commence. Et oui, les Américains y ont été très sensibles. Puisque notre équipe des Blue Steelers du LSC, après 2 saisons passées au sein de la N2 et un titre de champion de France en mai 2024, eh bien, sont parvenus pour la saison prochaine 24-25 à évoluer en 3e division, ce qu'on appelle le NM1, la nationale masculine 1. Il y a des règles dans la FFB. Cette montée s'est accompagnée de la création d'une société sportive pour héberger cette équipe désormais première. Le CA du LSC a donc acté en juin la création d'une SASU, qui s'appelait Levallois Basketball. Il fallait de l'argent. Et donc, le 4 septembre 2024, un investisseur américain a été trouvé, s'était rapproché du LSC, et son entrée comme actionnaire au sein d'une nouvelle société qui s'appelle désormais Levallois Metropolitans Basketball Club, excusez-moi. Pourquoi Metropolitans? Parce que d'abord ça résonne, ensuite parce que les droits d'image sur le nom Metropolitans appartenaient au LSC. Aujourd'hui, eh bien, ça nous garantit un pilotage de cette société, puisque le LSC dispose de 50% des sièges au conseil d'administration et sur un certain nombre de sujets assez sensibles d'un droit de veto. En revanche, bien évidemment, cette société gère le choix des joueurs, des entraîneurs, etc. Ils doivent promouvoir, bien évidemment, dans la convention, l'image et le basket et le sport, la pratique sportive du basket auprès des Levalloisiens. Vous avez, outre la conservation de l'utilisation de l'image de l'équipe, le bénéfice qui est attribué à la ville de places pour chaque match à domicile, des actions conjointes avec les jeunes. Voilà, ça c'est prévu. Ils joueront tant à Cerdan qu'à Gabriel-Péry. On favorisera les grands matchs, bien évidemment, à Cerdan. La ville, comme à son habitude, soutient le sport de haut niveau, comme elle l'a fait pour le volley féminin. Elle versera annuellement une subvention qui sera déterminée chaque année et votée au sein de ce conseil municipal.
En contrepartie de la mise à disposition des créneaux sportifs qui seront alloués au basket, la société réglera une redevance annuelle de l'ordre de 20 000 €. Cette convention, eh bien, elle est signée pour 4 ans, elle prendra fin en juin 2028. Vous avez dans l'article 1 de l'annexe la liste des locaux et des matériels pour la mise à disposition à cette équipe. Donc, je voudrais vraiment remercier le LSC, son directeur général et toute l'équipe pour s'être préoccupé de l'avenir du basket levalloisien. Merci Henri. On va pouvoir alterner entre les beaux matchs des Mariannes et des Metropolitans. Je vais m'y faire Levallois Metropolitans Basketball Club. Ouh là là. Merci beaucoup Madame Haddad. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Je mets donc aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Il n'y en a pas. Je vous remercie et souhaite une belle saison à notre équipe de basket. Nous pouvons faire rentrer les administrateurs du LSC. On discutera peut-être plus tard. Voilà, merci. Et ça caquette, et ça caquette. Après, on dit que c'est les femmes qui discutent. Allez, Madame Rouchon, on enchaîne avec quelque chose de plus courant, une convention de groupement de commandes ville-CCAS en vue de la passation de nos marchés relatifs à l'acquisition de produits personnalisés. Attendez, hop. C'est parti. Merci Madame le maire. Donc il s'agit de renouveler une convention de groupement de commandes entre la ville et le CCAS, comme vous l'avez dit, pour l'acquisition de produits personnalisés à destination du public, de diverses délégations et du cadeau destiné aux aînés à l'occasion du 14 juillet. Merci. Des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. La numéro 21, Monsieur Gaborio. Une convention de groupement de commandes ville-CCAS, cette fois-ci pour tout ce qui est dératisation, désinfection, désinsectisation. Merci Madame la maire. La ville et le Centre communal d'action sociale de Levallois constatent depuis un certain temps avoir recours à des marchés semblables relatifs à l'acquisition de fournitures de produits d'hygiène dits 3D, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation. Compte tenu des économies qui sont escomptées, les deux parties ont souhaité, dans le respect des spécificités de chacune, mutualiser la procédure de passation des marchés correspondants. Un groupement de commandes est donc ainsi constitué entre ces deux entités pour la passation des prochains marchés relatifs à ces fournitures. La présente convention vise donc à définir les conditions de fonctionnement de ce groupement. La ville de Levallois propose d'être coordonnateur du groupement de commandes et à ce titre prendra à sa charge le lancement de la procédure de mise en concurrence, la signature des marchés et leur notification, chacune des parties faisant son affaire de leur exécution pour la part qui les concerne. Merci. En tant que coordinateur, la ville sera également compétente pour procéder à la passation des éventuelles modifications de marché, à leur réalisation, à leur reconduction. Voilà, Madame le maire. Merci. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Il n'y en a pas. Je vous remercie. La suivante, Monsieur Weiss. Cette fois-ci, c'est avec la ville de Courbevoie que nous nous associons depuis 2013 déjà, plus de 10 ans, pour tirer annuellement nos feux d'artifice du 13 juillet. Du 14 juillet tiré le 13. Exactement, parce que jusqu'à présent, enfin jusqu'avant, chaque ville tirait depuis le pont de Courbevoie un feu d'artifice. Et on a ensuite s'est dit que c'était plus intéressant de mutualiser et donc de faire un plus beau feu d'artifice en payant, en divisant la facture par deux, puisqu'une année sur deux, c'est Courbevoie, une année sur deux, c'est nous qui payons. Et c'est ainsi qu'on a... On paye tous les deux chaque année, mais une année, c'est eux qui choisissent le thème, une année, c'est nous. Du coup, ça divise par deux la facture, voilà, et ça permet d'offrir un plus beau spectacle à moindre coût. Et c'est cette convention qui nous lie avec la ville de Courbevoie. Très bien. Pas de questions, je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire, abstention, il n'y en a pas. Je vous remercie, Monsieur Bonneau, cette fois-ci. Une délibération que nous passons souvent également pour fixer le nombre de dérogations, le nombre de jours chaque année
pour lesquels les entreprises levalloisiennes et les commerces levalloisiens peuvent travailler. Oui, Madame le maire, bonsoir. Bonsoir à tous, mes chers collègues. L'objet de la délibération, comme chaque année, est d'émettre un avis favorable pour fixer à 12 par année civile, c'est-à-dire le maximum autorisé, le nombre de dimanches dérogeant au repos hebdomadaire des commerces de détail. Alors, pour rappel, le personnel concerné sera volontaire et bénéficiera d'une majoration d'au moins le double de la rémunération et d'un repos compensateur. Ça, j'enchaîne. Non, alors cette délibération, je vais la mettre au voix. Cette délibération, c'est simplement pour Je pense que là-dessus... pour fixer le nombre de jours et après, en lien avec les commerces, on fixe quels sont les jours exactement. Voilà, on le décide de façon collégiale et les commerçants décident pour les 12 jours d'ouverture exceptionnels. C'est bon pour tout le monde. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Il n'y en a pas. La 24, concernant une entreprise. Voilà, il s'agit d'émettre un avis favorable à la demande de dérogation annuelle au principe de repos hebdomadaire formulé par la société Select TT qui accompagne les établissements de santé. Alors bien évidemment, le personnel concerné est volontaire, bénéficiera d'une majoration de la rémunération et d'un repos compensateur avec 2 jours consécutifs de repos. Je vous demande d'adopter cette délibération. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Il n'y en a pas. Et enfin, une demande de dérogation ponctuelle de la société L'Oréal qui a besoin de faire intervenir des collaborateurs un dimanche. Alors, il s'agit, effectivement, la préfecture nous a adressé une demande de dérogation exceptionnelle au repos dominical de L'Oréal qui fera une intervention technique le 27 octobre 2024 et le 3 novembre 2024 dans son siège administratif au 30 rue d'Alsace. Tous les collaborateurs sont bien évidemment tous volontaires, auront des compensations, à savoir repos compensateur, majoration de salaire et primes exceptionnelles. Je vous demande d'adopter cette délibération. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Je vous remercie. Et à ne titre prend pas personnel, part au vote. je ne prendrai pas part au vote. Ne prend pas part au vote de Frédéric Robert en tant qu'intéressé puisque salarié de l'entreprise. Sur la dernière ou sur les trois? Sur les deux? Uniquement sur la 25. Dernière. Merci. Merci. Monsieur Karkulovski pour la 26, renouvellement du partenariat entre la ville et l'association Héritage et Civilisation. Merci Madame le maire, bonsoir mes chers collègues. Donc, il s'agit de renouveler ce partenariat tripartite entre l'éducation nationale, la ville et l'association Héritage et Civilisation. Donc ce sera la 4e année si vous le validez. Comme vous le savez, c'est un programme d'échange entre enseignants francophones qui permet à des écoles, des classes de Levallois d'échanger sur leur patrimoine culturel et naturel avec des écoles similaires dans des pays francophones, ou des écoles francophones dans des pays étrangers plutôt. Et donc on vous demande d'autoriser le budget et les pouvoirs nécessaires pour signer ces accords. Difficulté, je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et notre dernier point, le pacte d'amitié entre les villes de Levallois et Petah Tikva en Israël. Monsieur Karkulovski, toujours. Alors, comme vous le savez, c'est une volonté dans ce mandat de développer les relations internationales. Donc, au-delà d'initiatives comme Héritage et Civilisation, vous avez pu observer qu'on avait redéveloppé les accords avec Berlin-Schönberg, que nous avons récemment renouvelé un vieux pacte d'amitié que nous avions avec Libreville au Gabon. On vous propose cette fois le 3e étage de la fusée, qui serait donc de signer un pacte d'amitié avec une nouvelle ville. Et donc le dossier le plus mûr actuellement est celui qu'on vous présente aujourd'hui, la ville de Petah Tikva en Israël, qui présente un certain nombre de similarités avec notre ville en termes de population, de sociologie, d'économie. C'est le 3e pôle économique dans le pays. C'est une ville de 250 000 habitants, un peu plus. Donc en termes de budget, ça correspond à peu près à notre taille de ville. Voilà, et donc ce pacte d'amitié qu'on vous propose est le fruit d'échanges depuis un certain nombre de mois.
et se déclinera dans les sujets que nous avons présentés dans la délibération, donc culturel, scolaire, sport, numérique, mobilité. Merci beaucoup. Monsieur Geffrier, vous avez la parole. Oui, je vous remercie. J'avais une question pour connaître la différence que vous faites entre un pacte d'amitié et un jumelage. Et au-delà de cette question, une proposition, parce que si ces opérations de coopération et d'échange, quel qu'en soit le format, font sens à l'international, donc vous avez rappelé l'historique avec Berlin-Schönberg, on se réjouit d'ailleurs, je crois que le jumelage avec Molenbeek-Saint-Jean ait été suspendu. On avait suggéré aussi qu'il puisse y avoir une opération analogue avec une ville ukrainienne, en signe de solidarité, qui peut être une autre motivation de ce type de jumelage. Mais au-delà de ces perspectives d'échange à l'international, on pense qu'il pourrait être aussi intéressant de développer des formes de coopération en France avec des villes ou des villages, notamment ruraux, pour développer une autre connaissance et sans être grandiloquent et évoquer le fait qu'on pourrait remédier ainsi au risque d'archipélisation de notre beau pays. Ce serait un moyen pour un certain nombre de Levalloisiens de mieux connaître cette autre réalité de la France. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Un pacte d'amitié par rapport à un jumelage, c'est juste un niveau on va dire, d'officialisation, de degré. Un pacte de jumelage, en principe, passe obligatoirement au conseil municipal. Un pacte d'amitié, pas forcément. Un pacte d'amitié, c'est plus une intention. D'ailleurs, on en a parlé avec les élus de Petah Tikva. On passera à un jumelage une fois qu'un certain nombre de sujets auront été approfondis. Donc voilà, je pense, pour la sémantique, je pense que j'ai répondu. Pour ce qui est de l'Ukraine, on avait dit à l'époque, on vous a répondu, je crois, sur le sujet à l'époque, en disant que si la guerre, et on le souhaite bien sûr, le plus vite possible, s'arrête, c'est une piste qu'on pourra explorer, bien sûr. Ce qui d'ailleurs ne nous interdit pas non plus d'explorer une piste en Russie, si les relations avec ce pays et surtout ce peuple pouvaient à nouveau se libérer positivement. Alors ça, c'est pas d'actu pour le moment. Mais c'est pas l'actualité, on le regrette tous ici, je suppose. Pour l'idée d'un accord avec une ville en France, enfin, ou un village en France, oui, c'est une bonne idée. Ça n'est pas nouveau, ça a été le cas dans l'historique de Levallois, puisque à l'issue de la guerre de 14-18, la ville de Levallois a été effectivement jumelée avec, alors je me souviens plus du nom parce que je vous avoue que j'avais pas préparé cette question, mais avec un village ou une ville, un bourg, en Artois, je crois. C'est Crépy-en-Valois, c'est possible. Crépy-en-Valois, me souffle Stéphane. Exactement. Donc ça a été fait. Bon, à l'époque, les circonstances de sortie de guerre le justifiaient très fortement, mais pourquoi pas. On sait que d'autres villes ont commencé à faire des sortes de projets croisés. Par exemple, quand on investit dans la ville favorisée, en même temps, on incite à investir aussi dans une ville moins favorisée. C'est le cas de Châlons-en-Champagne, par exemple. Donc, pourquoi pas? Je retiens l'idée. Merci. Après, sur l'Ukraine, c'est vrai qu'on part un peu de zéro. C'est-à-dire qu'autant on avait pu nouer très vite des contacts avec des personnes que nous avions en relation sur place, soit à l'ambassade, soit dans les différentes associations, etc., qui nous ont très facilement et rapidement mis en relation et nous ont parlé de cette ville de Petah Tikva qui cherchait à développer des partenariats avec des villes françaises. Autant c'est vrai que sur l'Ukraine, on va se dire la vérité, on a moins de contacts. Alors je ne sais pas si certains dans cette assemblée en ont, qui pourraient être facilitants pour développer ce type de partenariat ou de jumelage. Voilà, je lance un appel. Merci. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, Monsieur Gamdou, c'est pour une prise de parole? Alors moi j'ai une question très naïve. Comment se fait le choix de la ville? C'est ma première question. Et tant qu'à faire, je propose, on a une forte communauté tunisienne, marocaine et levalloise. Pourquoi on n'aurait pas choisi une ville du Maroc ou une ville en Tunisie? Alors c'est une bonne question. La première partie de la question est une bonne question. Le choix se fait à l'issue d'une recherche, parfois de sollicitation, pourquoi pas. Donc on a des critères chez nous.
Et ensuite, c'est issu d'une volonté commune. Donc il faut trouver une ville qui soit réponde à nos souhaits ou à nos propositions, ou au contraire une ville qui nous a proposé des choses et qui correspond un peu aux critères qu'on s'est donnés, donc des critères de similitude avec notre taille de ville, de budget, nos installations sportives, culturelles, scolaires, etc. Donc voilà. Donc en fait, quand on fait des recherches, et on en a en réserve, on a des critères, on regarde, on prend des contacts, on passe par des intermédiaires, les ambassades par exemple, et puis ensuite on explore et on échange. Donc il n'y a pas d'exclusive. Là, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est Israël. Ça ne veut pas dire que c'est le dernier proposition de partenariat qu'on conclura. Pour ce qui est des pays du Maghreb, on a des échanges, ou on a eu des échanges avec le Maroc et la Tunisie, enfin, ou plutôt au Maroc et en Tunisie, puisqu'on parle de villes et non pas de pays, qui pour l'instant n'ont pas abouti. Mais pour ce qui est de la Tunisie auquel vous êtes attaché, pourquoi pas. On avait parlé de Nabeul à un moment, ça n'est pas allé plus loin pour l'instant. Mais vous savez, petite parenthèse privée, qu'il y a un certain nombre de villes en Tunisie que j'aime beaucoup. Très bien. Merci, Monsieur Karkulovski. Donc, je crois que, Monsieur Gamdou, vous avez votre réponse. 1, une volonté. 2, des relations. 3, une concrétisation. Je vais donc mettre aux voix cette délibération numéro 27 sur le pacte d'amitié avec Petar Tikva. Qui est pour? Avis contraire. Abstention. Abstention, Monsieur Gamdou. Je vous remercie. L'ensemble des points ayant été examinés, la séance du Conseil municipal, le Conseil municipal est levé. Je ne sais plus ce qu'on dit, Monsieur Marzeski.